Chronique Siliane, livre 2, Le maître de l'oracle. Chapitre 1, La destruction de Sil. Journal d'Orlim, extrait. Très tôt ce matin, j'ai été appelé d'urgence auprès du Grand Conseil. Un événement sans précédent s'est produit sur le planétoïde minier Epsilon 130. La caste des savants a réuni les renseignements suivants. La colonie avait repéré la présence d'un vaisseau extrasillarien non loin du champ d'astéroïdes où ils opéraient. Nous pensions être les seuls êtres vivants doués d'intelligence dans cette partie de l'univers. Bien sûr, nombre de nos érudits avaient depuis longtemps émis l'hypothèse que d'autres civilisations aient pu se développer dans des galaxies éloignées, mais jusqu'à présent aucune preuve n'était venue étayer cette théorie. Lorsque la stupeur de voir ce vaisseau étranger à proximité finit par s'évanouir, la colonie envoya plusieurs appels sur de nombreuses fréquences pour tenter d'établir un premier contact. Ils ne reçurent qu'une unique réponse incompréhensible, et sur laquelle nos chercheurs travaillent en ce moment même. Mais le plus grave fut ce qu'il se passa ensuite. L'engin extrasillarien a attaqué l'astéroïde minier. Au moment où j'écris ces lignes, l'intervision signale à la population que Epsilon 130 a entièrement été détruit. Aucun survivant. Personne ne sait pour quelle raison l'objet étranger a fait feu. C'est pourquoi le Grand Conseil m'a fourni une série de données que je dois entrer dans l'oracle. Nous espérons tous qu'il nous apportera quelques explications. Le lieutenant Netona avait travaillé de longs mois pour en arriver là, et pourtant le résultat était loin de combler ses espérances. Ce matin, il s'était réveillé tôt et savait qu'une journée pénible l'attendait, qui allait peut-être se révéler décisive pour l'avenir. Il repoussa d'un geste sec les draps de sa couche, se leva et se dirigea vers sa salle de bain personnelle. Ses quartiers étaient constitués d'une chambre si banale que personne ne pouvait penser qu'elle appartenait au numéro 2 de l'ordre nouveau. Il haïssait les décorations superflues et les signes extérieurs de pouvoir, et se contentait d'un lit ainsi que d'un endroit pour rester propre. Il se lava et s'habilla à la hâte, tout en ressassant dans sa tête le plan qu'il avait lui-même mis au point. Il jeta, avant de sortir, un rapide coup d'œil au miroir accroché à l'un des murs, afin de vérifier qu'il était présentable. Son armure bleu marine était si polie qu'elle renvoyait la lumière blanche diffusée par le plafond, tandis que ses cheveux noirs descendaient en cascade sur ses épaules. Bien sûr, il était moins bien coiffé qu'Elibaume, mais il faut dire aussi qu'il passait moins de temps que lui à se pomponner. Il tourna les talons et quitta ses quartiers. Il repensa aux événements les plus marquants de ces 6 derniers mois, tout en traversant d'un pas vif les couloirs de la base principale en direction du destroyer qu'il devait commander. Après maintes péripéties, Nadioska, une petite marchande au premier abord sans importance, avait fini par être capturée. Cela ne s'était pas révélé facile, car aidée par une poignée de gens, elle était parvenue à échapper à l'APC à plusieurs reprises. Cette femme ne représentait que peu d'intérêt, à part le fait qu'elle se trouvait sur Caxido lors de l'attentat, et qu'elle avait réussi à quitter la planète saine et sauve. Les 2 autres cargos ayant effectué le même exploit avaient été éliminés par l'ordre quelque temps plus tard. Mais elle, contre toute attente, s'était révélée pleine de ressources. Malgré tout, ils étaient parvenus à mettre la main sur elle par un étonnant concours de circonstances, ou plutôt elle était venue elle-même se jeter dans la gueule du loup, ce que Netona n'arrivait toujours pas à comprendre. Une fois prisonnière, elle avait été droguée, puis interrogée. Elle avait ainsi dévoilé l'existence d'un peuple inconnu et extérieur à la Confédération, les Silians. Pour d'obscures raisons, ces Silians semblaient s'intéresser de très près aux agissements de l'ordre, ce que d'emblée Elibaume Lasdad, fondateur et chef suprême de l'organisation, n'apprécia pas. Questionné par Elibaume lui-même, Nadioska ne divulgua au final que peu d'informations. Les Silians ne lui avaient pas fourni la localisation de leur planète mère, et la jeune femme savait juste qu'elle possédait un système de camouflage efficace, ceci expliquant qu'elle n'avait jamais été découverte jusqu'à maintenant. Netona avait encore du mal à croire, en y repensant, qu'un peuple entier puisse arriver à vivre en marge de la Confédération sans que personne ne finisse par le remarquer. Mais il avait lui-même été en contact direct avec 2 de ces Silians, et avait pu constater qu'ils maîtrisaient leur apparence physique et pouvaient la modifier à loisir. Quelle était l'étendue de leur capacité ? Il s'agissait, pour le moment, d'un grand mystère qui le troublait. Netona s'était demandé par quel bout prendre le problème, lorsqu'Elibaume lui avait assigné la tâche de trouver la planète cachée de ce peuple dont on ne connaissait rien.
La galaxie était vaste, et cette mission consistait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout d'abord, il avait été terrassé par l'énormité de ce qu'on attendait de lui, puis sachant qu'Elibaume ne reviendrait pas sur sa décision, il avait réfléchi sur comment l'accomplir. Bien sûr, il avait acquis, depuis son tout premier accident, d'étranges facultés qu'il ne comprenait pas lui-même. C'était à cause de cette cuve, cette maudite chose, créée par les scientifiques qui travaillaient pour l'ordre, et qu'il haïssait au plus haut point. Netona n'aimait pas plus ces scientifiques que leurs inventions, mais l'évocation même de cet objet qui lui avait rendu la vie faisait monter en lui une sourde colère. Il aurait pourtant dû lui être redevable, mais son sentiment profond était que cette invention n'aurait jamais dû voir le jour. Cette cuve de régénération qui permettait la guérison miraculeuse des blessures les plus graves, et parfois dans certains cas exceptionnels une résurrection, n'était pas encore au point. Toutefois, elle avait déjà, et de loin, dépassé les espérances de ses concepteurs. De nombreux partisans de l'ordre avaient été réquisitionnés pour la tester, sans que personne ne leur explique d'ailleurs ce qu'ils risquaient. Mais après tout, ils n'étaient rien d'autre que de vulgaires rats de laboratoire pour les chercheurs, tout juste utiles à expérimenter leur nouvelle machine. Les scientifiques modifiaient chaque fois les paramètres chimiques du liquide verdâtre que contenait la cuve, ainsi que l'intensité des ondes envoyées aux cobayes par l'intermédiaire d'électrodes reliées à une combinaison moulante. Puis, ils comparaient les résultats. Certains partisans, entrés en pleine forme, étaient ressortis proches de la mort, d'autres avaient acquis des facultés physiques exceptionnelles. Le passage de Netona dans cette chose, ainsi que ses conséquences, s'étaient révélées surprenantes. Il se souvenait des moindres détails de ce qu'il était survenu à ce moment-là, il y avait 5 ans, et tout était si clair dans son esprit qu'il avait l'impression que l'événement s'était produit hier. Cela s'était déroulé pendant l'élaboration de la toute première base orbitale de l'ordre dans le système en Oralk. Elle n'était alors constituée que d'étais de métal reliés entre eux, formant le squelette de la station. Netona supervisait les travaux, engoncés dans un scaphandre flottant à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Lune qu'ils avaient sélectionné pour servir d'ancrage gravitationnel. Aucun vaisseau de la Confédération ne venait jusque-là, il pouvait donc opérer en toute tranquillité, sans se faire remarquer de qui que ce soit. Il devait conserver une certaine discrétion, du moins dans l'immédiat. L'élaboration du squelette restait toujours un moment délicat et même si les accidents demeuraient rares, le risque zéro n'existait pas. Il se révélait souvent mortel dans cet environnement hostile que constituait le vide spatial. Des ouvriers, spécialisés dans les constructions hors planète, œuvraient en binôme, maniant des poutres qui auraient pesé plusieurs tonnes s'ils s'étaient trouvés en gravité normale. L'un des plus jeunes, encore mal habitué à travailler en combinaison, avait lâché sa prise, laissant un été se détacher. Netona, dos à l'événement, ne l'avait pas vu venir vers lui. L'énorme objet l'avait percuté de plein fouet, endommageant de façon irrémédiable la réserve d'air contenue dans son système de survie. Projeté vers la Lune, il était parvenu à freiner sa descente grâce à sa propulsion intégrée, tandis que le précieux oxygène s'échappait sans discontinuer. Une équipe de secours avait réussi à le ramener à bord d'un transport, mais il était déjà mort asphyxié. Elibaume, qui refusait de perdre son lieutenant sans rien tenter, avait ordonné qu'on le place dans la cuve. Le miracle s'était alors produit, Netona était revenu à la vie. Il avait, dans un premier temps, été désorienté à l'extrême. Il se souvenait de son agonie, et ne cessait de répéter des propos étranges, il racontait des histoires d'âme, de limbe, et d'une mission suprême au-delà du temps et de l'espace. Les chercheurs, et Elibaume lui-même, avaient conclu que le stress de sa mort, ainsi que celui de sa résurrection, lui avait fait perdre la tête. On le plaça dans une chambre à part, où il resta seul, prostré durant plusieurs jours. Il sortit de sa léthargie au bout de ce laps de temps, et demanda à parler à un médecin. Son discours était de nouveau clair et sensé. Il s'excusa pour avoir cédé à la panique et promit à Elibaume que cela ne se reproduirait plus. Les docteurs, rassurés par son attitude, l'avaient relâché et lui avaient donné l'autorisation de reprendre le travail. Netona manifesta dans les mois qui suivirent, quelques changements au niveau de ses capacités. Il témoignait, parmi les nouveautés les plus remarquables, d'étonnantes intuitions qui se révélaient toutes exactes, sans aucune exception. Elibaume,
s'étant personnellement intéressé au problème, s'amusait à savoir jusqu'où ses intuitions pouvaient mener, et assignait à son lieutenant des missions a priori infaisables. Cela ajoutait au fait que les scientifiques le voyaient à présent comme un animal de laboratoire, et que ses subordonnés le craignaient comme s'il était un monstre. Il devint de plus en plus aigri, et se mit à haïr cette cuve de régénération et tous ceux qui l'avaient créée. Les chercheurs, de leur côté, considéraient le phénomène Netona comme une aubaine fabuleuse dont il fallait tirer profit. Il se transforma ainsi à leurs yeux en un sujet d'analyse fascinant. Un dossier était maintenu à jour, et chaque nouvel événement y était noté avec précision. Bien sûr, cela n'améliora pas leur relation, bien au contraire. Les scientifiques, après plusieurs années d'études intensives, n'étaient arrivés qu'à une seule conclusion. Le résultat d'un passage dans la cuve se révélait différent pour chaque personne, même en reproduisant les conditions exactes, et jusqu'à maintenant, le cas de Netona restait unique. Quoi qu'il en soit, Elibaume Lasdad prenait beaucoup de plaisir à utiliser les pouvoirs de son lieutenant. Il avait tout de suite compris l'intérêt que cela pouvait représenter pour ses plans, et lorsqu'il avait fallu rechercher la planète cachée Siliane, bien sûr, il lui avait demandé de s'en occuper. C'était si simple pour lui, de déléguer une tâche a priori insoluble à quelqu'un qui avait des capacités hors du commun, puis de le blâmer ensuite s'il ne réussissait pas. Mais le lieutenant Netona était loin de maîtriser ses nouvelles facultés. La plupart du temps, il se contentait de laisser ses intuitions s'exprimer sans contrainte. Elles semblaient parfois si claires et précises qu'il avait l'impression que quelqu'un les lui soufflait à l'oreille. C'était de temps à autre si tenace qu'il lui arrivait de se retourner de façon brusque, croyant que quelqu'un parlait derrière lui. Cela lui avait valu quelques sourires en coin de la part des soldats de l'ordre et lui-même s'était demandé s'il ne devenait pas fou. Au fil du temps, il avait réussi à se maîtriser et à vivre avec cette petite voix que lui seul entendait. Pour trouver Syl, ne sachant trop comment s'y prendre, il avait passé des heures entières devant l'astrocarte de la galaxie, en se concentrant jusqu'à en avoir la migraine. Aucune idée ne lui vint à l'esprit pendant plusieurs jours, et il pensa même abandonner cette méthode qui le rendait improductif au possible. Il se réveilla en sursaut une nuit, et comprit aussitôt qu'il avait réussi. Il s'était habillé à la hâte et avait filé à la salle des recherches de la base principale de l'ordre. Alors qu'il traversait les couloirs d'un pas vif, les cheveux ébouriffés, son costume à moitié boutonné, il réalisa qu'il devait ressembler à un diable surgissant des enfers, car les soldats qu'il avait croisés s'étaient rapidement plaqués contre le mur, impressionnés par son aspect inhabituel et par la détermination qu'il pouvait lire dans son regard. Il vérifia, une fois arrivé à la salle des recherches, que la Confédération n'avait répertorié aucune planète vivable dans le système solaire que son rêve étrange lui avait soufflé. Un sourire était apparu sur son visage alors qu'il consultait l'astrocarte. Cet endroit ne contenait aucun objet tellurique, et un épais nuage de gaz flottait en permanence jusqu'à une orbite assez éloignée. Il s'agissait du bon emplacement. C'était évident. Il avait aussitôt ordonné aux scientifiques de trouver un moyen efficace pour retirer le camouflage sylien. Quelques longues semaines s'écoulèrent, durant lesquelles Netona venait harceler les chercheurs de façon régulière afin qu'ils aillent plus vite. Il n'était parvenu qu'à dégrader encore leurs relations, au lieu de faire accélérer les choses, mais de cela, il n'en avait cure. À chacun son tour de tourmenter l'autre, se disait-il en laissant échapper un vague sourire de contentement. Au final, les scientifiques réussirent à fabriquer un petit appareil qui, relié à un scanner standard, allait en théorie permettre d'outrepasser la protection syliane. Pour le mettre au point, ils s'étaient basés sur leur précédente découverte, à l'époque où ils avaient posé un mouchard à bord du Vinestan, le cargo de Nadioska. L'objet espion avait à cette époque fini par ne plus fournir que des données partielles comme si quelque chose le voilait. Les chercheurs avaient alors planché sur le problème, et avaient réussi à contourner le brouillage sylien. À présent, ils étaient partis du postulat que le nuage qui dissimulait leur planète mère fonctionnait sur le même principe. Une toute première expédition avait été envoyée. Un vaisseau de taille moyenne avait été affrété, avec à bord Netona, quelques scientifiques et l'appareil de décodage qui avait été baptisé le décamoufleur. Le lieutenant trouvait cette appellation tout à fait grotesque, mais si cette chose pouvait lui permettre de découvrir le secret des Sylians, alors il se sentait prêt à accepter les noms les plus ridicules que les soi-disant savants pourraient inventer.
Ils avaient effectué un saut en choisissant leur point d'arrivée en dehors du système solaire présumé Cillian. Avant de s'approcher, Netona avait tenu à activer leur invisibilité afin de les rendre totalement indétectables à n'importe quels yeux humains. Cet appareil avait reçu une qualification tout aussi stupide, à croire que les scientifiques qui travaillaient pour l'ordre aimaient la dérision ou bien manquaient d'imagination de manière cruelle. Quoi qu'il en soit, l'invisibleur, car tel était son nom, était si imposant qu'ils n'avaient pu en équiper que leurs gros ou moyens vaisseaux, ainsi que leurs bases orbitales. D'ailleurs, Helibohm, qui rêvait de fournir à son armée des « invisibleurs » individuels, pestait de façon régulière après les chercheurs afin qu'ils miniaturisent leur invention. Lors de cette approche, Netona, qui ne connaissait pas toutes les facultés des Cillians, se contenta d'espérer que personne sur leur monde ne soit en mesure de les détecter malgré leur invisibilité. Ce tout premier essai pour découvrir la planète cachée s'était révélé un semi-échec. On ne pouvait voir à l'œil nu qu'un nuage gazeux, épais et coloré autour du Soleil, mais rien qui ne ressemblât à une lune ou à un objet habitable, tandis que les scanners classiques ne percevaient rien d'autre que des interférences. Les chercheurs avaient effectué plusieurs réglages, et si le décamoufleur recevait bien les données de quelque chose réalisant une orbite quelque part, il n'arrivait pas à les interpréter de manière correcte. Malgré tout, Netona jugea ce résultat satisfaisant, comme il s'y attendait, une planète était bien dissimulée dans ce système. Il fallut encore de nombreuses semaines aux scientifiques, ainsi que 2 nouvelles tentatives sur place, afin de terminer de calibrer la machine. Netona s'était alors présenté devant son seigneur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Comme à son habitude, Helibohm Lasdad se trouvait dans ses appartements de la base principale de l'ordre, occupé à se coiffer pour la 15e fois de la journée. Il portait l'un de ses multiples costumes qu'il s'était fait fabriquer sur mesure, et avant de se tourner vers Netona, il s'admira encore une fois, vérifiant que sa silhouette était en tout point parfaite. Ses yeux, dont l'iris d'un bleu pâle presque blanc était entouré d'un cercle marine, donnaient à son regard un air inquiétant malgré un visage aux traits fins d'une grande beauté. Netona n'avait d'ailleurs jamais réussi à s'habituer à ses yeux et la plupart du temps, il préférait observer le sol lorsqu'il s'adressait à son seigneur. De son côté, Helibohm était persuadé qu'il s'agissait là d'une marque de respect. « Parfait », avait déclaré Helibohm, en arborant un sourire rayonnant, ce qui se révélait très rare, voire exceptionnel. « Lieutenant, nous allons pour le moment mettre de côté notre plan concernant la Confédération, et nous allons plutôt nous occuper de ces stupides Cillians. Préparer une attaque d'envergure contre leur planète. Ce sera un entraînement absolument idéal pour nos soldats. » Netona avait acquiescé, mais alors qu'il quittait la pièce, il avait entendu la voix d'Helibohm qui ajoutait d'un ton suffisant. « Ah, au fait, est-il nécessaire que je précise que je ne veux aucun survivant ? » « Il en sera fait comme vous le désirez, Seigneur, » avait-il répondu dans un souffle. Il n'aimait pas ça. Quelque chose lui murmurait à l'oreille que ceci était mal et que le père d'Helibohm n'aurait jamais demandé d'éradiquer tout un peuple. Malgré tout, il prit le parti d'obéir et prépara, avec une rigueur toute militaire, l'extermination des Cillians. Il réquisitionna tous les destroyers de la flotte, ainsi que les chasseurs, les bombardiers et les soldats pour mener l'attaque. Il était à présent assis au centre de la passerelle de commandement du plus grand des navires, et écoutait les différents officiers autour de lui, lire les informations fournies par leur console. L'intérieur des vaisseaux, comme presque tous les bâtiments de l'ordre, était d'un blanc immaculé, sans décoration ni inscription. Seuls les écrans lumineux redonnaient un peu de vie à l'endroit en diffusant leurs messages aux nuances turquoises qui se reflétaient en partie sur les murs de la salle. Le mélange de ces 2 couleurs apportait une froideur supplémentaire, comme si l'on regardait un iceberg. Helibohm avait imposé à Netona de porter une armure bleue pour le protéger lors de ses missions, et ce dernier avait opté pour un marine profond, afin de briser cette glaciale monotonie. Une baie vitrée panoramique occupait, en face du siège du commandant de bord, la totalité du devant de la passerelle. Cette baie était une habitude qui existait depuis des lustres dans la Confédération. Elle datait des premiers vaisseaux où les pilotes se fiaient autant à leurs instruments qu'à ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Son utilité était devenue assez faible avec les progrès techniques, d'autant plus que les officiers de pont ne s'abîmaient jamais dans la contemplation du ciel étoilé, blasés par le spectacle. Netona, à moitié affalé sur son siège,
récapitula dans son esprit pendant le temps du vol les informations qu'il possédait sur les Silians. Il ne savait presque rien d'eux et il n'aimait pas ça. Combattre un ennemi qu'on ne connaît pas était un grand handicap. En réalité, il n'avait aucune idée précise de ce qu'il allait découvrir sur cette planète. Il avait préparé sa mission au mieux, mais que se passerait-il s'il avait oublié un détail important ? Toute la flotte de l'ordre participait à cette offensive, et l'avenir même de l'organisation se situait entre ses mains en ce moment. Il sentait sur ses épaules peser un poids trop lourd pour lui, et pendant un instant, il regretta le temps où il n'était qu'un simple dignitaire du culte de la déesse, et où le père d'Elibaume se trouvait toujours vivant. Il avait été un homme juste et grand, ainsi qu'un ami cher dans lequel il avait toute confiance. Il était loin d'avoir les mêmes relations avec le fils. La vie était plus douce alors, avant que la Confédération ne se mêle de ce qui ne la regardait pas. Un message bleuté s'afficha sur la console du navigateur, et ce dernier signala que la flotte allait sortir de l'hyperespace dans 10 secondes. Il effectua un compte à rebours, tandis que Netona se redressait sur son siège en réajustant son armure, résigné à faire face à la suite des événements, quelle qu'en soit la teneur. Le point d'arrivée du saut ne se trouvait pas très éloigné de la planète cachée, mais bien sûr l'illusion qui l'entourait fonctionnait encore. Netona, frustré, regardait d'un œil noir ce nuage épais. Il avait prévenu ses troupes qu'ils allaient devoir combattre quelque chose qu'ils seraient incapables de voir. La seule solution, se fier de façon aveugle, et c'était le cas de le dire, à leurs instruments de détection. Cela représentait un énorme désavantage pour eux, mais Netona avait tablé sur une autre information que Nadioska leur avait fournie sous l'emprise de la drogue: les Silians ne possédaient aucune arme. Si cela s'avérait exact, alors détruire leur planète allait devenir un véritable jeu d'enfant. Il espéra que cette information ne finisse pas par se révéler n'être qu'une gigantesque supercherie, voire un guet-apens, et ordonna à sa flotte d'avancer, guidée par le « décamoufleur ». Ils pénétrèrent ainsi dans le nuage en conservant une vitesse réduite. Il se leva de son siège de commandement, et gagné par la nervosité, s'approcha de la baie vitrée. Il avait beau scruter l'espace, il ne distinguait que des volutes de fumée colorée, ce qui ne fit qu'augmenter sa frustration. Cette couverture brouille nos instruments, signala le navigateur en jetant un vague coup d'œil à Netona par-dessus son épaule. Nos boucliers ne fonctionnent qu'à 50% de leur capacité, enchaîna un autre officier de pont. Netona ne leur répondit pas. Les mâchoires serrées, ils tentaient de voir au-delà de la brume qui les entourait. Cette progression dura encore quelques longues secondes, puis ils l'aperçurent enfin de façon claire, telle qu'elle était. Le nuage s'estompa comme par magie, et au milieu des dernières volutes apparut Syl, d'un beau bleu profond, comme une pierre précieuse posée sur l'écrin noir de l'espace. Insensible à la splendeur de la planète, Netona remarqua un gros point sombre en orbite à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Il demanda à la flotte de décélérer encore, puis qu'on lui scanne l'énorme objet qui l'intriguait. Ce que le navigateur lui répondit, ne le surprit au final pas tant que ça. Il s'agit d'un vaisseau, signala-t-il après avoir tapoté quelques boutons sur sa console. Il mesure près de 100 km dans sa partie la plus longue. Je ne détecte aucun écran de protection. Netona prit le temps d'observer le gigantesque engin Silian, au moins 10 fois plus grand que n'importe lequel des destroyers de l'Ordre ou de la Confédération. En fait, il ne se souvenait pas avoir jamais vu un navire spatial aussi titanesque, mais son intuition lui soufflait qu'aucun danger ne provenait de lui. Pas d'armes, pas de protection, lui murmura la petite voix familière. Quand nous serons à portée, commanda-t-il d'un ton neutre, que toute la flotte lui tire dessus. Tandis que l'officier de liaison transmettait ses ordres, de longues secondes s'écoulèrent, durant lesquelles Netona ne quitta pas l'objet des yeux, se sentant peu à peu envahir par l'étrange sensation qu'il le connaissait. Il fit refluer cette pensée au fond de son esprit, et observa les rayons d'énergie fusés, avec à présent un curieux sentiment de culpabilité qu'il tenta d'éliminer sans succès. Il ressentit un soudain malaise au moment où les tirs atteignaient l'énorme vaisseau Silian. Tout sembla se mettre à bouger autour de lui, et il eut la désagréable impression de tomber dans un puits sans fond. Il ferma les paupières pendant un instant, et essaya de se reprendre, en cachant au mieux son étourdissement aux officiers de pont. Un concert de cris étonnés sur la passerelle lui fit reprendre contact avec la réalité de façon brusque.
Le navigateur avait quitté des yeux sa console et s'était tourné vers lui, l'air ahuri. Lieutenant, les tirs ont été déviés. Netona fixa le vaisseau Silian intact, et sans s'en rendre compte, il posa une main sur la baie vitrée, comme pour tenter de toucher l'étrange objet de ses doigts, malgré la distance qui les séparait. Il y avait quelque chose de si familier dans cette silhouette noire qui flottait en orbite autour de la planète. Le scanner a-t-il repéré ce qui a fait dévier les tirs, demanda-t-il pour qu'on lui confirme ce qu'il savait déjà. Non, lieutenant, aucun flux d'énergie n'a été émis, signala le navigateur perplexe. Netona pensa pendant un instant que la technologie siliane était si différente de celle de la Confédération, qu'elle pouvait être indétectable par eux. Pourtant, il sentait au fond de lui qu'il ne s'agissait pas de cela. Quelque chose d'autre avait dévié les tirs, quelque chose qu'il connaissait presque de manière intime. Mais la voix de l'intuition ne se fit pas entendre cette fois, et il resta avec la désagréable impression de ne pouvoir atteindre quelque chose qui se trouvait néanmoins à sa portée. Les officiers sur la passerelle observaient leur lieutenant en silence, attendant un nouvel ordre de lui. Netona le sentait, comme le souffle de quelqu'un sur sa nuque, mais il hésita, non pas parce qu'il ne savait pas quelle décision prendre, mais au contraire, car quelque chose lui demandait, le suppliait même, de ne pas le faire. Agacé par ce conflit intérieur ridicule, il se força à y mettre fin sur le champ. « Dites à la flotte d'envoyer une autre salve », ordonna-t-il, sa voix trahissant une certaine colère. De nouveau, il regarda les tirs d'énergie foncer vers le navire Silian. Il se doutait que le résultat serait identique, mais il devait s'en assurer par acquis de conscience. Hors de question qu'il mette cette mission en danger. Elibaume pourrait-il le lui pardonner? Et, sinon, que se passerait-il alors? Netona préférait ne pas y penser. Alors que les impacts atteignaient presque leur destination, le vaisseau disparut de façon brutale. Encore une fois, le navigateur se tourna vers Netona, l'air interdit. « Lieutenant, l'engin ne se trouve plus là. »« C'est ce que je vois, » répondit sombrement Netona alors qu'il fixait des yeux les tirs qui continuaient leur course vers la planète. Il n'avait pas prévu ça. Ses Silians semblaient plus forts qu'il ne le croyait et une sourde colère monta en lui. Ne jamais sous-estimer l'ennemi, il s'agissait d'une grave erreur. Envoyer 5 chasseurs faire une reconnaissance du terrain. Une fois les villes repérées, que la flotte commence le bombardement. Il reprit sa place au centre de la passerelle, tandis que l'officier de liaison transmettait les ordres de son lieutenant. Les yeux perdus dans le vague, Netona analysa en pensée les dernières images du vaisseau. Celui-ci n'avait pas fait de saut, car cela générait une traînée de lumière qui persistait pendant plusieurs secondes. Il n'était pas devenu invisible non plus, les tirs avaient continué leur trajectoire. Non, il n'existait qu'une seule et unique explication, l'engin ne se trouvait plus là. Il avait disparu en une fraction de seconde. Les Silians devaient posséder une technologie différente de la Confédération concernant les voyages. Peut-être même n'utilisaient-ils pas l'hyperespace. Un petit murmure familier se fit entendre à son oreille, « Ils sont beaucoup plus évolués que vous dans ce domaine. Vous auriez bien des choses à apprendre. » La voix bien véritable cette fois de l'officier de liaison sortit Netona de ses réflexions. « Lieutenant, les chasseurs n'ont repéré la présence que d'une unique ville au sol. » Netona hocha la tête et réalisa un vague signe de la main pour autoriser le début de l'attaque. Les destroyers se positionnèrent en orbite basse et commencèrent leur bombardement. Ainsi, ces Silians ne possédaient qu'une seule cité sur leur planète mère? Voilà qui semblait étrange, d'autant plus que, bien que d'une taille tout à fait respectable, elle paraissait loin d'égaler la grosseur de certaines capitales de la Confédération. Par conséquent, il ne devait pas y avoir tant de Silians que cela. Netona essaya tout en regardant d'un œil distrait le bombardement de faire une vague estimation. Pas plus d'1 million de Silians ne pouvaient vivre dans cette ville. Ils étaient si peu nombreux par rapport au reste de la galaxie qu'il se demanda du coup pourquoi ils perdaient leur temps à tenter de les éliminer. Après tout, que pourraient-ils faire contre la toute-puissante organisation de l'ordre nouveau? Cette idée effaça toute trace de culpabilité de son esprit, et il commanda le décollage d'un complément de chasseurs afin de parfaire la destruction.
Il ne fallut que quelques minutes avant que certains pilotes ne commencent à signaler l'absence de tout mouvement au sol. Netona, les yeux fixés sur la ville qui s'étendait au-dessous de lui, eut un sourire désabusé. Il s'agissait donc de cela. D'une manière ou d'une autre, les Silians avaient dû savoir qu'ils allaient être attaqués, et ils étaient partis dans cet immense vaisseau aussi grand qu'une cité. L'idée devint si persistante qu'il ordonna la fin de l'assaut aérien. Les pilotes ramenèrent avec regret leurs chasseurs à bord des destroyers, tandis que les navettes décollèrent à leur tour pour transporter des troupes au sol. Netona lui-même débarqua quelques minutes plus tard pour examiner la ville siliane de ses propres yeux. Un vent violent balayait les rues désertes. Le bombardement avait été efficace et peu de bâtiments restaient intacts, mais il y aurait dû y avoir des cadavres, aucun corps dans les voies de passage, aucun dans les débris des maisons, aucun dans les parcs et lieux publics. Netona marcha pendant plusieurs minutes en regardant autour de lui. Les soldats de l'ordre se déployaient en commando s'attendant à des résistances. Mais le seul danger qui résidait ici venait des édifices encore debout, et si fragilisés par l'assaut qu'un simple encouragement les forcerait à les faire s'effondrer à leur tour. Plusieurs miliciens signalèrent à Netona qu'ils ne trouvaient aucun signe de vie nulle part. Tout cela confirmait ses soupçons. Il ordonna de continuer les recherches, puis s'éloigna des navettes de transport et laissa ses pas le guider au hasard. Il ne pouvait s'empêcher, en regardant autour de lui, de ressentir un étrange malaise, et lorsqu'il arriva au niveau d'un parc dévasté par les bombardements, ce sentiment s'intensifia jusqu'à créer au milieu de son estomac un poids difficile à supporter. Cet endroit avait été beau et paisible, il le savait, le sentait au plus profond de lui-même. Il s'imagina la ville avant l'attaque de l'ordre et comme dans un rêve éveillé, il vit devant lui les bâtiments de pierre blanche resplendissant à nouveau debout, réfléchissant les rayons du soleil. Les rues étaient intactes, propres et agréables, une douce brise chaude caressait ses joues et jouait avec ses cheveux. Le parc, aux arbres plus que centenaires, abritait des oiseaux dont les chants remplissaient l'atmosphère, tandis que les Silians allaient et venaient, insouciants, profitant de la météo plaisante. Un sentiment de bien-être l'envahit, et pendant un instant, il oublia qui il était et pourquoi il se trouvait là. Il se sentait Silian, et avait l'impression d'avoir vécu toute sa vie sur cette planète. Il possédait même la conviction d'avoir des souvenirs de cette vie. Il était marié, mais comment s'appelait sa femme? Et d'ailleurs, était-il un homme? Troublé, il fouilla dans sa mémoire, mais il ne reçut que quelques vagues images qui n'avaient aucun sens pour lui. Il crut, à un moment, entendre le rire d'un enfant derrière lui. Il se retourna, et revint de façon si brutale à la réalité qu'il eut l'impression de tomber en heurtant le sol. Il cligna plusieurs fois des yeux, déstabilisé, puis regarda de nouveau autour de lui. Au milieu d'un lac où flottaient de nombreux débris, un grand oiseau aux plumes blanches tachées de rouge l'observait de ses globes oculaires vides et morts. Oui, cette ville avait dû être un endroit très agréable, jadis. Avant que l'ordre n'arrive, et que lui-même ne commande cette attaque. Soudain, dégoûté par lui-même, il revint vers les navettes d'un pas vif, en essayant de chasser de son esprit l'étrange expérience qu'il venait de vivre. Les soldats continuaient leur fouille, mais ils avaient abandonné leur méthode de commando, comprenant à quel point c'était inutile. Netona aborda un des officiers et lui demanda de faire un point sur la situation. « Nous n'avons trouvé aucun mort, lieutenant, » répondit-il. « Ni aucun survivant d'ailleurs. Nos équipes ont repéré la présence d'un bâtiment plus imposant un peu au nord d'ici. Nous pensons qu'il devait s'agir d'un endroit officiel. Nous avons aussi découvert, dans plusieurs secteurs, des ronds dessinés à même le sol. Certains sont rouges et d'autres noirs. Nous ignorons ce que ça peut être, de simples décorations ou bien d'autres choses, et... Montrez-moi ça, coupa Netona, dont l'intuition venait de se réveiller. Bien, lieutenant, obéit l'officier sans discuter, en se mettant presque au garde à vous. Il conduisit son chef dans une rue non loin, où des cercles de couleurs étaient peints sur le sol. Netona signala à son subordonné qu'il n'avait plus besoin de lui, et ce dernier, presque soulagé, le quitta pour reprendre ses activités là où il les avait laissées. Netona s'approcha des figures géométriques pour les examiner, mais prit soin de rester à l'extérieur. Ces quelques formes concentriques rouges ressemblaient à des sortes de vagues formées par un caillou jeté dans l'eau.
Le plus petit des cercles devait avoir quelques centimètres de diamètre. Quant au plus grand, il pouvait contenir un homme allongé. Il n'avait aucune idée de ce que cela pouvait représenter. Il observa les alentours, espérant trouver des indices qui le mettraient sur la voie. Un des bâtiments de la rue se situait encore debout, et Netona remarqua que sur son mur, non loin des boucles, étaient incrustés des boutons bleus, légèrement transparents. Il s'approcha pour les examiner. Des symboles ronds et élégants, dont certains assez complexes, étaient gravés sur chacun d'eux, probablement l'écriture syliane en déduisit-il. Il tendit la main vers les interrupteurs, mourant d'envie d'en pousser quelques-uns, mais la petite voix dans son esprit lui murmura que, pour le moment, la sagesse conseillait d'éviter de faire une telle chose. À regret, il laissa retomber son bras, en se disant qu'il appartiendrait aux scientifiques de trouver la signification de ces boutons. Ces maudits chercheurs, pensa Netona en grimaçant de dégoût. Bien sûr, leur découverte se révélait appréciable, mais ils dépassaient souvent les bornes, ils n'avaient aucune morale ni aucune croyance. Ils travaillaient pour l'ordre uniquement parce qu'Elibaume leur donnait carte blanche, alors que la Confédération les bridait. Netona savait que certains d'entre eux risquaient les planètes prison à vie s'ils montraient de nouveau le bout de leur nez dans le reste de la galaxie. À plusieurs reprises, il avait eu envie d'en dénoncer quelques-uns, mais à chaque fois, le visage d'Elibaume s'imposait, et sa loyauté naturelle le retenait de réaliser une telle action. Par contre, pourquoi ne pas ? Pensa-t-il, le regard fixé sur les boutons bleus. Une étrange idée germa dans son esprit et il la laissa grossir et s'épanouir jusqu'à maturité. Cette planète représentait peut-être l'occasion qu'il attendait depuis des années, une manière d'ouvrir enfin les yeux d'Elibaume et de repartir sur la bonne voie. Oui, pourquoi pas ? Une opportunité à ne pas manquer en tout cas. Il sortit de sa réflexion et regarda longuement autour de lui. La rue dans laquelle il se trouvait se situait un peu à l'écart et aucun soldat ne patrouillait dans les parages. Sûr de ne pas être observé, il se pencha pour ramasser plusieurs débris de murs qu'il disposa de façon à venir cacher les boutons bleus. De temps à autre, il jetait de rapides coups d'œil alentour pour s'assurer que personne n'était témoin de ce qu'il faisait. Il ne lui fallut que peu de temps pour réussir à créer un petit monticule qu'il essaya de faire paraître le plus naturel possible. Personne ne devait soupçonner la vérité, absolument personne. Quand il eut fini, il observa ce qu'il venait de faire durant de longues secondes, à côté des cercles peints au sol. Maintenant, on pouvait voir un mur en partie effondré dont les débris montaient à plus d'1,50 m, aucune trace des boutons. Personne ne pourrait deviner qu'il y avait quelque chose ici. Netona fit une vague grimace. Était-il sûr de maîtriser ce qu'il faisait ? Serait-il capable de vivre avec cela, de continuer à se regarder dans un miroir sans ressentir un profond dégoût, honteux pour le restant de ses jours pour avoir en quelque sorte trahi ? S'il apprenait la vérité, son Seigneur ne lui pardonnerait jamais. Il haussa machinalement les épaules. Il croyait en la déesse, il savait qu'elle existait en lui, et en ce moment même, elle le guidait. Plus il réfléchissait, plus il était persuadé de prendre la bonne décision, et de toute façon, il serait toujours temps de revenir en arrière. La suite des événements ne se trouvait pas encore figée, il pouvait se passer beaucoup de choses imprévues. Il retourna d'un pas vif vers les navettes. Cacher ses boutons n'était pas suffisant pour ce qu'il avait l'intention de faire, loin de là. Il lui fallait plus d'informations sur cette ville et tous les trésors technologiques qu'elle pouvait receler. Arrivé sur le lieu du débarquement principal, il demanda à un soldat chargé des communications de rappeler tous les officiers qui participaient aux manœuvres au sol. Tandis qu'il attendait que ses ordres soient transmis, il se mit à faire les 100 pas, plongé dans ses réflexions pour parfaire tous les détails de son plan. Elibaume ne devrait jamais savoir la vérité et tout le monde devait être persuadé que Netona avait agi au mieux, rien ne devait le pointer du doigt, comme étant le vrai responsable. Lorsque quelques minutes plus tard, la totalité des officiers fut réunie devant lui, il leur donna de nouvelles consignes. « Je veux un plan sommaire de cette ville et de tous les endroits susceptibles de contenir une technologie étrangère à la Confédération, dit-il d'une voix ferme. Nos scientifiques vont venir ici et nous allons leur faciliter la tâche, ajouta-t-il en ne pouvant s'empêcher de sourire intérieurement. Dans un premier temps, inutile de remuer les décombres. Contentez-vous de tout ce qui se trouve à portée. Nous ferons des fouilles approfondies ensuite. Apportez-moi ces plans dans moins de 6 heures. Rompez.
Il regarda les officiers rejoindre leurs soldats pour transmettre ses ordres, puis avec une satisfaction comme il n'en avait pas connue depuis des années, il monta dans une des navettes et exigea qu'on le ramène au destroyer principal. Quelques minutes plus tard, il arrivait sur la passerelle, et commanda qu'on le mette en contact avec Elibaume. En attendant que la liaison soit établie, il s'assit sur son siège, et répéta en pensée les mots qu'il avait l'intention de dire, tandis qu'un léger rictus flottait sur ses lèvres. Oui, il ne s'était pas senti aussi bien depuis des années. « Vous êtes connecté, lieutenant », signala un officier. Un écran transparent vint se placer devant la baie panoramique et le visage d'Elibaume apparut. Netona effaça aussitôt son sourire, et se redressa. « Seigneur, la planète des Silians est entre nos mains », commença-t-il. « Parfait », répliqua Elibaume dont les yeux pétillaient d'excitation. « Avez-vous eu l'occasion de faire quelques prisonniers ? » Non, il n'y avait pas âme qui vive. « Comment » s'exclama le chef de l'ordre, tandis que son air satisfait disparaissait de façon brusque. « Selon toute vraisemblance, » continua Netona sur un ton neutre, « leur capitale a été évacuée avant notre arrivée. Nous n'avons trouvé personne. » « Comment cela est-il possible » cria Elibaume dont le visage prenait à présent une jolie couleur rouge. « Nous n'en savons rien » répondit Netona en conservant une apparence impassible comme si la soudaine colère de son maître ne lui faisait ni chaud ni froid. « Nous pensons que d'une manière ou d'une autre, ils étaient au courant de notre attaque. Nous les avons vus partir au moment où notre flotte arrivait. » « Tout un peuple » s'exclama Elibaume à la limite de s'étrangler. « Oui » affirma le lieutenant en réprimant un sourire. « Leur vaisseau possédait assez de place, j'imagine, pour qu'ils puissent tous monter à bord. » Sur sa base principale, Elibaume entreprit de marcher de long en large, aussi boudeur qu'un enfant qui n'aurait pas reçu le nouveau jouet qu'on lui avait promis. Netona attendit quelques secondes, en l'observant aller et venir avec une satisfaction mal dissimulée. « Seigneur » interpella-t-il finalement. « À la vue des derniers événements, je suis persuadé que l'ordre a été infiltré par des espions silians. » Elibaume s'arrêta net, et regarda son lieutenant les yeux exorbités. Son visage était si pâle que Netona se demanda, pendant un instant, s'il n'allait pas brusquement s'évanouir. Après tout, continua Netona hésitant, il ne s'agirait pas de la première fois. Nous en avons déjà découvert, il n'y a pas si. Trouvez-les, hurla Elibaume si fort qu'il fit vibrer les haut-parleurs de la passerelle. Quelques officiers de pont sursautèrent sur leur siège, mais prirent soin de ne pas regarder l'écran. Au lieu de cela, ils s'abîmèrent dans la contemplation de leur console comme s'ils ne l'avaient jamais vue auparavant. « Et tuez-les tous » termina Elibaume hors de lui. « Il en sera fait comme vous le désirez » répondit le lieutenant, placide. Elibaume reprit son va-et-vient, en continuant à pester, grommelant des mots que lui seul pouvait comprendre. Netona lui donna quelques secondes de répit afin qu'il puisse se calmer quelque peu. « Seigneur » interpella-t-il de nouveau. « Nous n'avons trouvé qu'une unique ville sur leur planète, mais les premières reconnaissances semblent montrer que nous avons peut-être des choses à apprendre sur leur technologie. J'ai demandé à nos troupes de faire une carte sommaire des emplacements qui paraissent receler quelques-uns de leurs secrets. Envoyer nos scientifiques ici pourrait se révéler bénéfique. Je peux superviser les recherches si vous le souhaitez. » Elibaume s'arrêta de marcher et regarda son lieutenant avec un mélange d'étonnement et de satisfaction. « Que vous arrive-t-il, Netona ? Vous proposez de travailler main dans la main avec eux ? J'avais cru comprendre que vous ne les portiez pas dans votre cœur. » « Seigneur, ma loyauté vous est acquise sans réserve. Mon antipathie envers nos savants n'entre pas en ligne de compte. Afin que l'ordre progresse, nous devons tous nous tenir les coudes. » « Merveilleux » s'exclama Elibaume, tout à fait enchanté d'entendre cette nouvelle. « Je vous donne carte blanche, lieutenant. » « Merci » répondit Netona en s'inclinant, ce qui lui permettait de montrer son respect, tout en cachant son rictus. « Prenez le contrôle de toute l'opération et prévenez-moi dès que vous aurez appris quelque chose, » décréta joyeusement Elibaume, oubliant que quelques secondes auparavant, il avait été totalement furieux. « Je n'y manquerai pas, Seigneur » affirma-t-il, maîtrisant de moins en moins bien le sourire qui voulait s'imposer sur son visage contre sa volonté. Elibaume coupa la communication et pendant quelques instants, Netona resta assis sur son siège à savourer sa mini-victoire. Jusqu'à maintenant,
Il n'avait jamais essayé d'influencer Elibaume, et à vrai dire, l'idée même ne l'avait jamais effleuré. Seulement quelques heures plus tôt, il aurait trouvé cela révoltant, inacceptable, inconcevable. Il se leva et s'approcha de la baie vitrée. Le destroyer en orbite basse autour de s'il procurait un spectacle grandiose. C'était une magnifique planète, avec ses terres vertes, brunes et jaunes, et une grande étendue d'eau d'un bleu profond. Pas le turquoise glacial de l'ordre, non, plutôt celui d'une pierre précieuse que le soleil faisait scintiller de mille éclats, remplissant celui qui l'observait d'une sensation de quiétude. Pendant un instant, Netona eut même l'impression d'entendre le ressac des vagues sur une des plages au-dessous. Il savait bien que son esprit lui jouait parfois des tours et cette planète avait une étrange influence sur lui. Il la contempla encore pendant plusieurs secondes, puis son regard s'éleva vers les étoiles. Où donc étaient partis ces Silians ? Pensaient-ils vraiment pouvoir passer inaperçus dans leur énorme vaisseau ? S'ils apparaissaient quelque part dans la galaxie, la Confédération ne manquerait pas de les remarquer. À moins que, non, c'était impossible, cette fois son intuition devait se tromper. Netona secoua machinalement la tête et s'adressa à son officier de liaison. « Demandez à ce qu'on envoie ici quelques-uns de nos savants, commanda-t-il. Faites-leur bien comprendre qu'ils travailleront directement sous mes ordres. » Oui, monsieur. Lancez également un programme de recherche sur le RIC. Je veux être immédiatement prévenu si on signale quelque part la présence du vaisseau Silian. Effectuez cette même recherche sur le réseau de communication de l'APC. Bien, lieutenant. Mais où diable, ces Silians pensaient-ils pouvoir se cacher dans la galaxie ? Ils devaient pourtant savoir que cette entreprise était vouée à l'échec. Et qui les avait avertis de l'attaque ? On n'évacue pas 1 million de personnes en 5 minutes. Une des explications les plus probables était, comme il l'avait annoncé à Elibaume, qu'il y avait un ou plusieurs espions Silians en leur sein. Quelle ironie ! L'ordre avait infiltré les institutions de la Confédération, mais elle-même l'était par les Silians. Étant capable de changer d'apparence, il semblait presque impossible à repérer. Netona eut un sourire en coin, si seulement ses propres troupes pouvaient faire la même chose. Je retourne dans mes quartiers, informa-t-il. Qu'on me prévienne immédiatement s'il se passe quelque chose. Oui, lieutenant, répondit son second en s'asseyant avec satisfaction sur le siège de commandement. Netona allait dormir 1 heure ou 2, ensuite il terminerait de mettre en place les détails de son plan. Tout devait se révéler prêt avant même que les chercheurs n'arrivent, sinon l'entreprise serait vouée à l'échec. Et je ne peux pas me le permettre, pensa Netona. Mais que va-t-il se passer après pour notre organisation ? Il haussa les épaules. Quoi que l'on dise d'Elibaume Lasdad, il avait réussi un véritable exploit en créant l'ordre nouveau. Ce qu'il était devenu aujourd'hui, c'est à Elibaume seul qu'il le devait. Il se relèverait de ce coup dur, et peut-être même qu'il n'en sortirait que de bonnes choses pour l'avenir. La petite voix de son intuition, levée comme un serpent au fond de son esprit, se réveilla. Elle semblait être satisfaite des décisions de Netona. Alors qu'il entrait dans les quartiers mis à sa disposition sur le destroyer, il ne put s'empêcher de ricaner. « Je deviens fou, se dit-il. Depuis que je suis passé dans cette maudite cuve, j'ai constamment l'impression que quelqu'un me parle en pensée. Comme si cela pouvait être possible. » Il se laissa tomber sur son lit et fixa le plafond blanc immaculé. Et si c'était vraiment elle ? Je suis décédé, et je suis revenu à la vie. Mijalk est la déesse de la mort et du renouveau. Peut-être communique-t-elle avec moi depuis que j'ai accompli son ultime rituel. Peut-être m'a-t-elle choisi. Moi et pas Elibaume. Alors que ses paupières se fermaient peu à peu, il entendit de nouveau la petite voix. Ta décision est la meilleure, lui murmura-t-elle à l'oreille. Tu verras, l'avenir te réservera de très bonnes surprises. Avant de sombrer totalement dans le sommeil, il crut déceler un rire cristallin près de lui, mais il se persuada qu'il rêvait déjà, et il ne prit pas la peine de rouvrir les yeux pour vérifier. Journal d'Orlim, extrait. Nous avons enfin pu décrypter le message envoyé par le vaisseau extrasilarien avant qu'il ne donne l'assaut sur la colonie minière. Aidé par les précieux renseignements livrés par l'oracle, la caste des savants a mis au point un dictionnaire extrêmement rudimentaire, permettant de déchiffrer les signaux reçus.
Ce très court message est le suivant: nous sommes les. Ici ils fournissent un mot que nous demeurons incapables de prononcer. Votre agression ne restera pas impunie. Au nom de notre peuple, nous sommes obligés de répliquer et de prendre les armes contre vous. Personne ne comprend, car nous n'avons pas attaqué. Pourquoi cette race nous déclare-t-elle la guerre pour quelque chose que nous n'avons pas commis? La colonie minière ne possédait aucun moyen de se défendre. La caste des savants a jugé nécessaire de continuer à travailler sur le message. Peut-être un détail leur a-t-il échappé. Quant au nom de ce peuple, il est si compliqué que le Grand Conseil a pris la décision de les appeler les Innommables. À présent, on m'a demandé de faire fonctionner l'oracle à plein temps pour calculer les conséquences de cette attaque sur notre avenir. Je dois avouer que pour le moment les résultats restent extrêmement pessimistes.